suis Christian Roblin, je préside le Collège maçonnique et j'ai donc le plaisir d'accueillir ce soir le professeur Paul Atlan, qui vous sera présenté par Marie-Thérèse Besson, et Alain Noël Dubar, qui est par ailleurs chirurgien, mais qui est aussi ancien grand maître de la Grande Loge de France. Marie-Thérèse Besson étant ancienne grande maîtresse de la Grande Loge féminine de France. Tous les deux sont membres du Collège maçonnique et c'est eux qui avaient en responsabilité cette série de conférences de cet été consacrée à l'éthique. Avant de céder la parole à Marie-Thérèse, je voudrais remercier très chaleureusement et très fraternellement l'ensemble des conférenciers qui ont bien voulu prêter leur concours à cette série d'entretiens, et évidemment les animateurs, et puis tous ceux qui s'y sont accordés. On peut dire qu'il y a eu une moyenne à peu près de 200 participants chaque soir, si on moyenne à peu près, ce qui est quand même considérable, avec très peu de chutes. Donc, le public est resté fidèle. Nous essaierons de respecter, comme les fois précédentes, l'horaire, puisque nous devons terminer ces entretiens vers 21 heures. Le professeur Atlan va tout à l'heure nous présenter sa conférence. Je cède la parole à Marie-Thérèse Besson et je dirai un petit mot tout à fait à la fin. Bonne soirée. Merci. Et je vais demander à Alain de me débrancher parce que quand je n'ai pas à parler, je n'ai pas besoin d'apparaître à l'écran. Il me remettra à l'écran plus tard. Je le remercie. Merci Christian. Donc, je vais présenter le professeur Paul Atlan, que nous avons le plaisir de recevoir ce soir. Donc, Paul Atlan est praticien hospitalier. Il est gynécologue. Il a eu des services de gynécologie obstétrique et de médecine de la reproduction. Et il est aussi responsable du département d'éthique, entre autres à l'hôpital Antoine Béclère et à l'hôpital Foch. Donc, en tant que gynécologue, il s'est intéressé à la bioéthique dès 1982. C'est peut-être une date qui vous dit quelque chose. Et à partir de la naissance du premier bébé né par FIV, il a réfléchi aux relations entre les bouleversements possibles et les parentalités, les filiations, ce qui l'a amené à concevoir que l'interférence avec ce qu'en disaient les religions était devenue absolument essentielle. Il fut donc créateur du concept d'une consultation particulière qui était une consultation d'éthique pratique mise à la disposition des couples qui, en raison de leur religion ou de leur philosophie, ont des questionnements autour des techniques d'assistance médicale à la procréation et ou du statut de l'embryon et qui sollicitent des réponses individuelles de la part des autorités religieuses. Il est responsable de cette consultation à l'hôpital Antoine Béclère de 1996 à 2011, puis à l'hôpital Foch jusqu'en 2016. Il faut bien noter que c'est une consultation qui, en France, est absolument unique dans ce concept. En relation avec les 4 religions monothéistes, dans la mesure où chacune d'entre elles a développé une réflexion particulière dans le domaine de la sexualité et de la procréation. Il est aussi médiateur, ce qui permet une élaboration du questionnement, après avoir vérifié la problématique, bien évidemment, problématique scientifique, questionnement qui est soumis ensuite à l'autorité religieuse la plus compétente dans ces 4 religions, dans le cadre, bien évidemment, des lois de la République. Donc, je pense qu'il aura l'occasion de nous expliquer tout cela plus avant. Je rajouterai encore qu'il est enseignant du DU Le psychisme face à la naissance à Paris-Necker, qu'il est aussi enseignant du DU Médecine fœtale à Paris-Sud Descartes et qu'il est directeur du DU Éthique biomédicale et transculturelle à Paris-Descartes, Université de Paris. Et pour clore le tout, disons qu'il est chevalier dans l'Ordre national de la Légion d'honneur. Mon très cher professeur, vous avez la parole. Je vous remercie beaucoup d'une telle présentation, mais je ferme vite la parenthèse à propos de la présentation parce que je veux parler de vous pour commencer. C'est-à-dire que je tiens très sincèrement, très profondément à remercier la Grande Loge de France, la Grande Loge féminine, Marie-Thérèse Besson et le docteur, mon confrère Alain Noël Dubar, pour cette invitation et le président Christian Roblin. Je suis
ravi, sincèrement, de faire cette conférence dans ce contexte-là, parce que non seulement je pense, et c'est ce que Marie-Thérèse Besson vient de dire, que pendant toute ma carrière, j'ai essayé de faire une médecine qui prenne en compte toute la composante de l'humain. Et la composante de l'humain, ça n'est pas seulement son corps, c'est aussi ce qui se passe dans sa tête, dans sa vie personnelle, et que donc les religions, bien évidemment, font partie de cela, mais je pense aussi que la maçonnerie fait partie de cela aussi, parce que c'est un moment de pensée dans l'histoire du monde. Donc, je vous dis, c'est un grand plaisir personnel de vous transmettre maintenant mon expérience, qui est un peu longue, vous voyez mes cheveux blancs, à propos de l'éthique médicale, globalement. Vous allez voir que depuis l'époque d'Amandine jusqu'à maintenant, pour avoir un panel, une réflexion sur les problématiques éthiques de notre temps. Alors, j'ai intitulé cette conférence « Humanisme et médecine ». Humanisme et médecine, deux mots, deux énoncés qui devraient être indissociables pour les médecins et pour les usagers de la médecine, deux concepts qui ont vocation à s'unir dans la pratique médicale. D'ailleurs, quel excellent synonyme au vocable médecin que celui de praticien. C'est la richesse de la langue française qui nous donne les deux composantes essentielles de la médecine. Dans la philosophie qui met l'homme et la femme et les valeurs humaines au-dessus des autres vertus, et notamment dans la santé publique, même si les contingences économiques s'introduisent dans la pratique. Alors, pour m'aider, pour nous aider dans cette réflexion, je vais être aidé par, au départ, dans cette introduction, par trois penseurs. D'abord, pour penser l'humanisme, et vous en conviendrez, que c'est avec Emmanuel Lévinas, qui, dans Totalité et Infini, je cite, « Autrui me concerne avant toute dette que j'aurais contractée à son égard, je suis responsable de lui, cette relation est essentiellement asymétrique. » Penser la médecine avec Pierre Legendre. Pierre Legendre a été un de mes maîtres. Alors, pour ceux qui ne connaîtraient pas Pierre Legendre est un monsieur qui est maintenant âgé et qui a dirigé un séminaire à l'École pratique des hautes études à propos de l'affiliation. Il est le plus grand spécialiste de droit romain en Europe et il est psychanalyste, son épouse aussi. Et il a écrit des livres extraordinaires à propos du droit, à propos de l'affiliation. Alors, Pierre Legendre, dans son livre « La fabrique de l'homme occidental », je cite, « Comment est instituée la nuit humaine que l'animal parlant doit habiter? Il y a Dieu et il y a la science, qui dit à l'homme ce qu'est son corps et ce qu'il faut penser de la pensée. Ainsi, la science étend son pouvoir à la maîtrise de la détresse. Elle explique à l'homme ce qu'il vit. Inlassable et solitaire, l'humanité jamais ne se renie. Elle vit, elle meurt sans compter, mais il ne suffit pas de produire la chair humaine pour qu'elle vive. Ça m'a parlé particulièrement en tant que gynécologue obstétricien. Il faut à l'homme une raison de vivre. » Penser la norme, justement. Et c'est un problème essentiel en éthique. La pratique de l'obstétrique, qui a été ma spécialité, confronte le médecin à des situations originales, car dans la mesure de son savoir, il doit administrer ses soins pour éradiquer la maladie, comme dans toute pratique médicale, mais aussi mettre ses connaissances au service d'êtres humains supposés en bonne santé et non pas malades, exemple, au cours de la surveillance d'une grossesse. Une situation qui va exiger une double attention, celle naturellement donnée à une personne bien définie, la parturiente, et celle dévolue à une potentialité de personnes, en sachant bien que déjà, si j'énonce potentialité
de personnes, j'établis une norme qui ne sera pas acceptée par tous. Puisque pour certains, l'être vivant est défini comme une personne, par exemple par l'Église catholique, dès l'union de l'ovule et du spermatozoïde. Mais justement, l'éthique, c'est un problème de normes. Alors, qu'est-ce qu'une norme? C'est l'état habituel conforme à la règle établie, c'est le principe, le critère auquel se réfère tout jugement de valeur morale ou esthétique. Alors, le philosophe Reuven Ogien, que j'ai connu personnellement, qui est décédé il y a 2 ans, a trouvé, et je vais reprendre ses définitions, a trouvé à la norme 3 sens. Un sens impératif ou prescriptif, un sens appréciatif et un sens descriptif. Et vous allez voir qu'ainsi, on va pouvoir appliquer ces définitions des normes à l'éthique. Impératif ou prescriptif, c'est ce qu'il faut faire ou ne pas faire, ce qui est permis, obligatoire ou interdit, c'est la morale. Appréciatif, ce qu'il faut faire ou ne pas faire, c'est le droit. Appréciatif, c'est ce qu'il est bien ou correct ou incorrect d'être, de faire, de penser, de ressentir, c'est la morale. Enfin, descriptif, ce sont les différentes manières d'être, d'agir, de penser les plus fréquentes dans une population donnée. Ainsi, vous avez devant vous les raisons qui font le travail que j'ai fait au niveau de l'éthique. En effet, le droit, la morale, la philosophie morale et les différentes sources culturelles des différents pays et des différentes religions. Enfin, penser la souffrance. Sans doute, la souffrance est comme la rose, la fleur, sans pourquoi. Mais elle n'est jamais sans demander pourquoi. C'est une citation de Jérôme Poré dans le dictionnaire d'éthique et de philosophie morale. Or, les phrases que je vais dire sont essentielles pour comprendre la suite. Cette interrogation sur l'existence même du mal en rapport avec l'existence de Dieu est ce qu'on appelle la théodicée. Si cette interrogation s'adresse à une population pratiquante d'une des 4 religions monothéistes, nos auditeurs peuvent se dire pourquoi 4 religions monothéistes? Il y en a 3. Non, pas pour ce qui préoccupe l'éthique. Parce qu'il y a par ordre numérique des fidèles de ces religions en France, les catholiques, les musulmans, les protestants et les juifs. Or, j'ai séparé dans l'Église chrétienne les églises chrétiennes, les protestants des catholiques, parce qu'ils n'ont pas, et ô combien dans ma spécialité, c'est-à-dire la gynécologie obstétrique et la sexualité, les mêmes visions. Donc, si cette interrogation s'adresse à une population pratiquant d'une des 4 religions monothéistes qui se partagent cet horizon spirituel, la réflexion à propos de la souffrance et du mal, de l'existence du mal, va se partager en 3. Premièrement, le mal qui les atteint est une conséquence de leur libre arbitre. Deuxièmement, quelle responsabilité ai-je dans la survenue du mal? Troisièmement, d'où vient le mal? Alors, premièrement, le mal. Le mal qui les atteint est une conséquence de leur libre arbitre. Le philosophe Pierre Bell, au XVIIe siècle, a écrit « Si Dieu a prévu le péché d'Adam et qu'il n'ait pas pris des mesures certaines pour le détourner, il manque de bonne volonté pour l'homme. S'il a fait tout ce qu'il a pu pour empêcher la chute de l'homme et qu'il n'a pas pu en venir à bout, il n'est donc pas tout-puissant comme nous le supposions. » Parallèlement, un midrash est une sorte de fable dans la tradition interprétative de la pensée juive pour apporter une discussion et une interprétation. Ce midrash rapporte une discussion entre Adam et Dieu, discussion au cours de laquelle Adam, j'allais dire lui aussi, reproche à Dieu la faute originelle, en lui expliquant que Dieu a voulu la faute qui a permis l'introduction du mal et de la mortalité. Mais Dieu répond que c'est l'humain qui a exercé son libre arbitre. Alors Adam lui rétorque que pourtant, d'après les textes,
la Torah préexistait avant la création du monde. Or, dans la Torah, il y a les lois relatives au deuil. Donc, Dieu savait que la mortalité allait être introduite. Dieu se tait et ne répond pas. Deuxièmement, quelle responsabilité dans la survenue du mal? Voltaire, vous voyez, on parle des religions, mais Voltaire, il ne faut pas l'oublier, en 1755, je cite, « Suis-je le coupable du mal que je subis du fait des catastrophes naturelles ou des maladies ?» Par exemple, avec les problèmes à propos de l'écologie, on peut se poser la question. Et pour les maladies, est-ce que c'est entre guillemets de ma faute? Troisièmement, enfin, Paul Ricoeur, qui va résumer tout cela en une phrase géniale comme il avait l'habitude, le mal, un défi à la philosophie et à la théologie. Alors, j'entre dans le vif du sujet. La médecine après Amandine, de 1982, la naissance le 24 février 1982 d'Amandine, 39 années de bouleversement, de révolution scientifique, assurément, à propos des techniques d'assistance à la reproduction humaine et incontestablement de l'anthropologie de la filiation avec la dissociation des protagonistes de celle-ci qui va délier les gamètes. Les gamètes, c'est ovules et spermatozoïdes, l'utérus, l'embryon, de l'épigénétique, je vous en parlerai dans quelques instants, des avancées de la génétique, avec les modifications du génome par la technique du couteau suisse CRISPR-Cas9, qui est une sorte de coupé-collé moléculaire qui va métamorphoser la thérapie génique, des progrès scientifiques dans les neurosciences, des techniques chirurgicales avec assistance robotisée, de l'apparition de concepts nouveaux comme le transhumanisme et le posthumanisme. Toutes ces mutations sont, j'insiste, et j'avais insisté beaucoup dans ce texte, le droit, doivent être accompagnées par le droit étant le reflet d'une nouvelle donne historique et sociologique. Alors, 1982, l'assistance médicale à la procréation ou procréation médicalement assistée, PMA, la fécondation in vitro, FIV, ont permis la naissance d'Amandine, le premier bébé éprouvette français à l'hôpital Antoine Béclère, où j'ai exercé pendant plusieurs années. C'était bien assurément une révolution qui annonçait une révolution scientifique, qui annonçait le commencement d'une succession de mutations novatrices dans la pratique de notre spécialité, qui permettait de réaliser une fécondation en dehors du corps féminin, de découvrir cette fécondation, de la voir, d'observer la création d'un embryon et de le transférer in utero. Cette extériorisation hors du corps humain des acteurs, entre guillemets, de la reproduction humaine, au plan historique, le spermatozoïde et l'ovule, a commencé avec les découvertes par Lazzaro Spazzanzani en 1785 des gamètes et de la fécondation externe chez les grenouilles et les crapauds, avec la réalisation même d'une insémination artificielle sur une caniche femelle. Et enfin, depuis quelques décennies, chez l'être humain, l'extériorisation de la fécondation de l'embryon, ces découvertes, au sens propre du terme, amenaient avec elles le risque de considérer ces protagonistes comme des choses et métamorphoser scientifiquement, philosophiquement, juridiquement et culturellement notre spécialité en lui accordant un engagement de la sphère scientifique dans la réflexion sociétale et celle du droit, en suscitant, puisque c'est à partir de là, de notre spécialité et de ce que nous avions fait Antoine Béclère, que les lois de bioéthique ont été pensées et créées en France. C'est ainsi que l'extériorisation hors du corps humain des gamètes et la fécondation in vitro entraînaient subrepticement la permission, avec ses facultés scientifiques et philosophiques, de transmuer, et c'est le sujet particulier, spécial, fondamental de cette révolution, l'anthropologie de l'affiliation. En déliant au sens littéral du terme les participants, hommes, femmes, de la reproduction humaine par les dons payants hors de France des ovules, des spermatozoïdes, de l'embryon
l'embryon et même d'offrir la possibilité, avec l'aide de la loi, la dernière loi qui a été le 31 août au journal officiel de cette année, qui l'aurait dit à la naissance d'Amandine, offerte à un couple de 2 femmes d'avoir des enfants en utilisant un don de sperme. Et pour le moment, sans l'aide de la loi, pour le moment, à un couple d'hommes en recourant à un don d'ovules et une location d'utérus, mère porteuse, je préfère ce mot, vous verrez après pourquoi, puisqu'il y a par définition absence d'ovules et d'utérus dans une telle situation entre guillemets conjugale. Ces techniques ont contribué ainsi à métamorphoser ce qui paraissait immuable depuis le début de l'humanité, la façon d'engendrer par l'aide de l'intervention d'un tiers étranger au couple, le médecin. Cette désexualisation de la procréation, incluant le médecin dans ce que Freud appelait la représentativité de la scène primitive. Cette extériorisation de ces divers composants aboutissant à la conception d'un embryon et à une connaissance plus performante de l'embryon in vitro avant son transfert in utero, donc de l'étudier génétiquement et échographiquement. C'est ce qu'ont permis plus tard le diagnostic anténatal et le diagnostic préimplantatoire que, éventuellement, s'il y a des questions à ce sujet, j'expliquerai. En rendant le dépistage et le diagnostic des malformations efficaces, ouvrant la voie possible, en absence de vigilance, de discernement et de rempart juridique, par une liste limitative à la fabrication de bébés sur mesure. La responsabilité, et c'est un mot essentiel dans ma carrière, se situe dans la problématique du choix entre ce qui s'apparenterait à de l'eugénisme et celui qui accorde à la science la possibilité d'éviter de faire naître un enfant voué à la souffrance ou à une mort certaine. Le dilemme éthique est paradigmatique, mais la législation française a répondu en fixant les limites. Oui, pour éviter les affections héréditaires graves, en établissant des listes consensuelles par les professionnels et les législateurs, non pour des demandes de simple convenance. Finalement, les recherches sur l'embryon dérivent ou nécessités? Je ne vous donne pas ma réponse, on verra dans les questions. L'historique de ces dernières années est actualisé aujourd'hui par les possibilités limitées de greffe d'utérus et les perspectives plus lointaines d'utérus artificiel. Mais la mutation révolutionnaire sociétale est celle de l'anthropologie de la filiation, qui réalise un véritable changement de paradigme, ne privilégiant plus exclusivement l'indication médicale, mais consacrant une liberté procréative des femmes dans un premier temps et vraisemblablement des hommes dans le futur, dans un contexte d'égalité juridique homme-femme. Dans son livre Princeps, toujours mon maître Pierre Legendre, l'inestimable objet de la transmission, je cite, « Les arrangements généalogiques tirent leur force d'un principe de réfutation du magma familial, principe qui introduit la division des places et la succession du sujet dans ces places. Autrement dit, la famille doit être divisée selon le droit. » Fermez les guillemets. Ce livre, sorti en 1985, c'est-à-dire 3 ans après la naissance d'Amandine, était-il prémonitoire d'un magma annoncé par les nouvelles situations scientifiques, juridiques devenues possibles? La filiation, et c'est très important de bien entendre, désigne le lien de parenté qui unit en ligne directe des générations entre elles. Ce qui n'est pas nécessairement le cas actuellement avec les lois de bioéthique. Le juridique doit-il consacrer un droit à l'enfant? Illustration. En avril 2019, Nebraska, USA, 2 hommes homosexuels désirent un enfant. L'un et l'autre procurent le sperme et partent à la recherche d'un ovule et d'un utérus. La sœur de l'un propose un ovule et la mère, âgée de 61 ans de l'autre, accepte d'être l'accueil utérin de l'embryon ainsi conçu.
et va accoucher 9 mois plus tard d'une petite fille qui, la législation du Nebraska indiquant que la femme qui accouche est la mère, cet enfant est donc la fille et en même temps la petite fille de sa grand-mère et nièce de la donneuse d'ovules et fille du donneur de sperme. Permettre d'avoir des enfants quand la nature, c'est-à-dire les corps, sont défaillants, s'inscrit dans le rôle historique de la médecine. Toutefois, quand il s'agit d'une demande d'assistance médicale à la procréation, par refus, en fait, de rapport hétérosexuel ou pour un hypothétique droit à l'enfant pour une personne seule, le questionnement éthico-juridique est concerné. Le corps médical apostrophé et la marchandisation du corps humain dans certains pays intéressés. Par contre, permettre la congélation d'ovocytes pour enfanter plus tard, c'est aider quand la nature sera défaillante. Avoir des enfants est une liberté, un choix, une potentialité, parce que malheureusement, et ça a été ma carrière, toutes les femmes, tous les hommes n'ont pas cette potentialité physique. Et non un droit, à tout prix impliquant une mise à disposition comme un service commercial du corps, le bien nommé médical. Comme l'a écrit Sylviana Gazinski, la décision de procréer, de faire naître ou d'adopter un enfant n'est pas de celle qui concerne uniquement ma liberté subjective, mon autonomie, voire mon intimité, mais à l'inverse de celle qui m'oblige à me demander ce que je dois à l'autre, du moins si la question éthique est posée et si l'enfant n'est pas considéré comme un simple objet de désir. Alors, une des solutions scientifico-philosophico-actuelles, c'est la question de la mère porteuse. Terme, je le crois, beaucoup plus conforme à la loi actuelle qui déclare mère, dans la majorité des pays, la femme qui accouche, est moins altruiste que grossesse pour autrui, GPA, qui réalise, je parle cette façon de faire, une transaction commerciale qui nie le risque sanitaire de la femme porteuse de l'embryon, risque vital possible, comme le montre cette information du 20 janvier 2021, parie aux États-Unis, signalant le décès d'une femme en couche porteuse d'un embryon pour un couple commanditaire. Avant la grossesse, pendant la grossesse, après la grossesse. Avant la grossesse, il y a une dissociation illusoire entre grossesse et maternité, un contrat plutôt, avec une rémunération en opposition au principe intangible de non-commercialisation du corps humain. Pendant la grossesse, il y a une occultation des échanges biologiques, psychiques et affectifs entre la parturiente et l'embryon, et vous le verrez quelques lignes plus loin à propos de l'épigénétique, combien c'est grave, car l'utérus, en l'occurrence, n'est pas artificiel, et il y a des passages qui se font de la mère à l'enfant, c'est-à-dire de la femme enceinte à l'enfant. Après l'accouchement, enfin, j'ose le dire, il y a un abandon d'enfant. Pour être précis, vente d'enfants. Enfin, scientifiquement, cette grossesse va instaurer une filiation utérine qui va s'ajouter à la filiation génétique. La filiation est au principe des systèmes institutionnels pour toute l'humanité. L'enjeu de la filiation, c'est de pouvoir concevoir un autre pour l'inscrire dans la généalogie familiale en évitant qu'il ne soit objet, en raison de la manière chosifiée dont il a été conçu, en d'autres termes, qu'il soit sujet. Les techniques de la filiation sont la réponse sociale à l'impératif de différenciation dont dépend la vie et la reproduction humaine. Enfin, la différenciation humaine doit compter avec la partie inconsciente de l'homme, l'autre scène, comme disait Freud. Les nouvelles parentalités possibles actuellement doivent, comme l'on dit, faire avec les systèmes de parenté, qui sont, comme l'écrit Maurice Godelier, l'anthropologue de réputation mondiale, et je pense qu'on doit bien entendre ce qu'il dit,
Il dit que les systèmes de parenté sont de type cognatique, c'est-à-dire impliquant que les ascendants du côté paternel et ceux du côté maternel d'un individu soient pris en compte pour définir l'identité et la place d'un individu au sein de ses rapports de parenté. Cette anthropologie de la parenté se définit par l'égalité des sexes, une égalité dans la différence. Enfin, mon ami Dominique Faucheld, co-directeur du Collège des Bernardins, je le cite, « L'enfant privé de généalogie sera libéré du poids mort du donné pour devenir idéalement l'œuvre de lui-même. » Enfin, dans un couple de femmes, conception et filiation d'un enfant se font dans un contexte d'une mort programmée du père au profit d'un nouveau principe, celui de deux mères. Enfin, quelle filiation au regard de la succession des générations avec la congélation des éléments constitutifs de la reproduction humaine, la congélation de l'ovule, celle du sperme, celle de l'embryon. Un embryon in vitro que je fais aujourd'hui, jeudi 2 septembre, que je vais congeler pour un transfert in utero possible chez la femme dont vient l'embryon entre guillemets fabriqué, mais peut être mis en réserve dans des congélateurs pour 5 ans, pour 10 ans, pour 20 ans. Alors, si cet embryon est replacé dans 20 ans chez une autre femme, un enfant qui a été conçu maintenant, quelle responsabilité quant à la succession des générations par l'inimaginable suspension du temps offerte par la congélation? Le passé ne sera plus le passé, le présent ne sera plus le présent et le futur, quel lien avec eux? Enfin, si on ne sait pas qu'on est fils, on n'a pas envie d'être père, il faut savoir ce que l'on a été soi-même, l'avenir d'un passé, pour pouvoir devenir le passé d'un avenir. C'est le philosophe chrétien Rémi Brague, professeur à la Sorbonne Université et à l'Université de Munich dans son livre « Les encres dans le ciel ». Enfin, la médecine après Amandine, ce n'est pas seulement cela. C'est aussi la découverte et la compréhension de l'importance de l'épigénétique en nous faisant savoir que les individus ne sont pas seulement prédéterminés par leurs gènes, mais aussi par des mécanismes modifiant de manière réversible, transmissible lors des divisions cellulaires et adaptative. L'expression de ces gènes sans en changer la séquence nucléotidique, c'est-à-dire sans mutation de l'ADN. L'épigénétique permet de comprendre, et c'est une découverte fondamentale, comment des traits peuvent être acquis, transmis et éventuellement perdus d'une génération à l'autre. Cette connaissance éclaire encore plus l'idée que pendant une grossesse, l'utérus n'est pas artificiel en permettant les échanges maternaux fétaux et l'importance de l'environnement. Étymologiquement, épigénétique signifie que ça se situe au-dessus de la génétique ou qui influence les gènes en activant ou désactivant des morceaux d'ADN. Nous pouvons jouer sur nos gènes et transmettre ces modifications. On pourra en parler éventuellement tout à l'heure. Enfin, la médecine après Amandine, c'est maintenant et demain. L'éthique inductrice ou spectatrice des nouveautés scientifiques. Il faut se rappeler la loi de Gabor, prix Nobel de physique en 1971, je cite, « Tout ce qui est techniquement faisable, ce sera fait tôt ou tard. » Aujourd'hui, les objectifs de la médecine ne se bornent pas aux soins. Ils s'intéressent à l'augmentation des capacités humaines grâce aux nanotechnologies comme les nanorobots destructeurs de cellules, transporteurs de médicaments, aux biotechnologies avec la thérapie génique, l'informatique avec le traitement des données médicales, les neurosciences qui dévoilent le fonctionnement du cerveau. Ces objectifs futurs de la médecine, clairement énoncés, pourraient permettre l'amélioration de l'humain. Nous verrons. Hier, c'était l'apparition du sida.
il y a quelques années, du SRAS et maintenant du coronavirus, avec le spectre des épidémies et des pandémies ancestrales oubliées. La pandémie qui surgit dans ce 21e siècle est ressentie comme une déflagration physique et psychique personnelle et universelle. Elle nous oblige à reconsidérer des principes et des concepts que l'on croyait plus ou moins figés, comme la liberté individuelle, confrontée aux contraintes sociales et politiques, à l'innovation technologique, conçue comme une réflexion théorique et pourtant déjà apparue dans notre quotidien. Le problème philosophique et juridique est l'opposition individuelle et universelle entre santé personnelle et santé publique. La liberté des uns s'arrête où commence celle des autres. Cet aphorisme de John Stuart Mill condense bien la situation anthropologique que nous vivons quotidiennement avec, entre autres, la distanciation physique et les barrières sociales. Et peut-être, problématique éthique, la réalité prochaine d'une vaccination obligatoire. Enfin, il me semble fondamental de soumettre cette citation de la Bible « J'ai placé devant toi la vie et la mort, le bonheur et la calamité, choisis la vie et tu vivras alors, toi et ta postérité ». C'est tiré du Deutéronome chapitre 30, verset 19, paradigme essentiel de l'éthique des 4 religions monothéistes, mais aussi laïques, car la vie, surtout de la part d'un médecin praticien, mais qui s'occupe d'éthique aussi, c'est le but en soi. Demain, de manière prévisible, les objectifs futurs de la médecine clairement énoncés permettraient peut-être l'amélioration de l'humain. Cependant, cette conception d'une amélioration de la nature humaine, et non plus seulement de la réparer, rejoint l'idée prométhéenne et donc la tentation, celle de l'histoire du golem, et donc la tentation de laisser à la technologie le futur de l'humanité. En 1957, Julian Huxley, le frère d'Aldous Huxley, biologiste de l'évolution, a créé le terme de transhumanisme à propos de la frontière entre l'humain et le non-humain. Et c'est ainsi qu'un glissement s'est opéré par un détournement des techniques initialement destinées aux soins pour les utiliser chez les humains en bonne santé, pour les améliorer et même les augmenter. L'humain deviendrait le fer de lance de ce transhumanisme, post-humanisme, avec l'exaltation du rêve de l'immortalité, du totalitarisme de la technique au détriment de la conscience humaine, c'est-à-dire la fin de l'individu au bénéfice de la similitude. La médecine, et pourtant, demain, presque aujourd'hui, l'hypothèse d'un cœur artificiel à partir de cellules souches et de biotechnologie, on pourrait, et c'est une éventualité pour demain, et qui montre aussi le bienfait de ces techniques, la création d'un cœur artificiel entouré des propres cellules du patient pour empêcher la coagulation, les infections et les réactions de rejet. Médecine préventive, prédictive, grâce au big data recueilli auprès des populations consentantes ou à leur insu, avec un risque de marchandisation de ces données. En France, il faut savoir que le lieu de stockage de la source de données la plus importante est le prodigieux fichier de l'assurance maladie. Demain, les algorithmes vont-ils devenir la clé de voûte de l'aide au diagnostic médical? Pourquoi pas, mais à condition de savoir que rien ne remplace le rapport humain, l'empathie, ce que l'on appelle le care. Mais il faut savoir qu'actuellement, une doctorante à l'université Pierre et Marie Curie tente d'apprendre des gestes et des expressions faciales à des agents virtuels imitant l'empathie naturelle au sein d'une informatique affective à la frontière de l'intelligence artificielle et des neurosciences. Enfin, faudra-t-il susciter des législations mondiales? Mais alors comment les faire respecter quand on sait que ce qui est interdit dans un pays peut être pratiqué dans un autre, accessible en voiture ou par avion? Une lueur d'espoir est apparue récemment, il y a un an, au terme de l'Assemblée générale de l'Académie pontificale pour la vie, qui a consacré une signature par IBM et Microsoft. On appelait ça l'appel de Rome pour une éthique de l'intelligence artificielle. Mais qu'est-ce que l'éthique?
L'éthique, c'est le point de rencontre de la responsabilité, c'est un des mots essentiels que j'ai cités dans mon introduction, et des limites de l'action. Parce qu'un médecin qui parle d'éthique sait qu'il ne doit pas seulement réfléchir, il doit agir. Je dis donc que l'éthique, c'est le point de rencontre de la responsabilité et des limites de l'action, qu'elle soit scientifique, des limites, légale, religieuse ou culturelle. Alors, la question suivante, en réponse à celle-ci, à ces définitions, c'est l'éthique peut-elle être universelle? Je pense que non. Elle est comme le droit, le reflet de la donne historique d'un moment, d'une société principalement. Mais l'éthique, c'est aussi une partie de la philosophie qui étudie les fondements de la morale, qui est elle-même l'ensemble des règles d'action qui fonctionnent dans une société donnée. Et pour les médecins, seront tracées les voies offertes entre l'éthique choix normatif d'une société et l'éthique comportement face aux individus, chacun dans son unicité, en tenant compte chaque fois de la casuistique. C'est le choix que je fais. La science, comme l'a affirmé Karl Popper, n'a pas à émettre d'affirmations en matière de questions ultimes, mais il ne faudrait pas profiter du fait que la science ne peut fournir aucun jugement sur les principes éthiques pour affirmer que ceci n'existe pas. Je pense, pour terminer avec une note optimiste, cette conduite optimiste sera de donner comme vocation exemplaire aux prochaines générations de préserver la singularité de l'être humain. Mon ami Jean-Gabriel Ganassia, philosophe des sciences, spécialiste de l'intelligence artificielle, président du comité d'éthique du CNRS, je le cite, « Ce que je réfute, c'est le discours qui établit que ça va se passer, ça ne peut pas se passer autrement. D'une part, il n'y a pas de scénario déterministe et d'autre part, il n'y a pas de fatalité. » Je ferme la guillemets, c'est ce que je crois aussi. La science, enfin, peut expliquer le fonctionnement de l'humain, mais elle ne peut pas dire ce qu'est l'homme. L'homme est un animal parlant, capable de libre arbitre, au contraire de la machine, du moins dans un avenir prévisible. Et même si la dignité humaine exprime que chaque être humain a la même valeur, l'éthique n'est pas universelle, elle est comme le droit, le reflet de la donne historique et culturelle d'un moment, d'une société. Tiens, pas pour les religions, on le verra peut-être dans les questions. Quelques citations pour terminer. Hannah Arendt, dans La crise de la culture, je cite, « Cet humanisme est le résultat de la cultura animi, c'est-à-dire la culture des esprits, d'une attitude qui sait prendre soin, préserver et admirer les choses du monde. » Mon ami Maurice Godelier, l'anthropologue que j'ai cité tout à l'heure, de la nécessité de comprendre pour comparer, mais de comparer pour comprendre. Enfin, Emmanuel Kant agit toujours de telle sorte que tu traites l'humanité dans ta personne aussi bien qu'en la personne d'autrui, comme une fin et jamais comme un moyen. Enfin, je termine comme j'ai commencé, avec Amandine, qui a eu un deuxième enfant. Alors, je dis à Amandine et ses deux enfants, voilà l'avenir souhaitable pour Amandine et ses deux enfants, celui espéré par le poète, chanteur, écrivain qui est décédé il y a peu de temps, Leonard Cohen, qui dit dans sa chanson Anthem, A-N-T-H-E-M, je cite, « Il y a une faille dans chaque chose, c'est par cette faille que passe la lumière, c'est-à-dire notre humanité. » Je vous remercie pour votre attention. Merci, merci infiniment pour cet exposé qui a déjà suscité nombre de questions et qui ne va pas manquer, j'en suis bien certaine, d'en susciter encore. Alors, pour lancer comme ça le débat, je vais poser une première question et Alain Noël continuera. Vous avez parlé de préserver la singularité de l'être humain.
Vous avez parlé de l'enfant de désir, vous avez parlé des mères porteuses, vous avez parlé d'Amandine, etc. Et dans tout ça, une question arrive et qui a été posée par une personne qui nous écoute, et qui est avoir un enfant, finalement, est-ce ou pas un acte social? C'est bien plus que ça. C'est évidemment un acte social, puisque cet enfant, il va être inscrit déjà à l'état civil. C'est donc un acte social par son identité. Mais c'est aussi un acte social parce qu'il va devenir en grandissant dans la société dans laquelle il va évoluer. Mais ça n'est pas seulement un acte social, c'est un acte de transmission. C'est ce que m'a appris profondément lorsque je suivais son cours, l'école des hautes études, mon maître Pierre Legendre, à propos de la filiation. Parce qu'un acte social, nous en faisons tous les jours. Et cet acte social de faire un enfant, c'est un être qui va vivre dans la société de demain, celle où ses parents ne seront plus, quand ils ne seront plus là, parce qu'ils vont mourir, et lui va grandir dans une société, mais avec un grand bagage. Celui de, comme je disais dans l'anthropologie de la filiation, de la connaissance de là d'où il vient, pour pouvoir construire son présent et construire son avenir. Merci. Alain Noël? Je voudrais rebondir sur une affirmation qui m'a un peu surpris. Je la partage en partie, mais beaucoup de frères et de sœurs ne la partagent probablement pas. Nous pensons tous qu'il existe une éthique profondément universelle. Je n'en suis pas tout à fait certain. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il existe quand même des fondements universels partiellement pour une éthique qui serait commune à tous les hommes et à tout le moins à toutes les religions? Alors, et je vous remercie. Et là, je vois que c'est bien un confrère qui me pose cette question, parce que nous sommes pas seulement dans la réflexion, vous et moi, nous sommes dans l'action avec nos spécialités. Alors, évidemment que quand après plusieurs années, ça n'est pas d'emblée, j'ai construit cette idée qu'il n'y avait pas d'éthique universelle. D'ailleurs, je ne suis pas le seul. Il y a Hubert Doucet, qui est professeur de bioéthique, mon ami Hubert Doucet à l'Université McGill au Canada, qui le dit aussi. C'est très dur d'entendre qu'il n'y a pas d'éthique universelle. Mais si on fait un constat, et on va voir ensuite l'élaboration de l'idée, mais un constat entomologique, comme un entomologiste, de l'éthique à travers le monde. Nous sommes, dit-on, la patrie des droits de l'homme. Si on regarde, et ça, mon épouse qui est historienne et aussi géographe m'a bien, depuis tant d'années, montré que l'histoire était essentielle et la géographie, le monde dans lequel on vit. Alors, si on regarde l'histoire, est-ce que, avant la Déclaration des droits de l'homme, est-ce qu'il y avait une éthique universelle? Est-ce que la tentative avec la Déclaration des droits de l'homme a engendré, pardon du terme, une éthique universelle? La constatation que vous et moi, nous pouvons faire, c'est qu'il y a des pays qui sont semblables aux nôtres, avec un fondement à propos des droits de l'homme commun avec nous. Et si vous regardez ce qui se passe dans la Chine, la Russie, quelques pays asiatiques, en Amérique du Sud, dans tous ces pays, est-ce qu'il y a une éthique universelle? Il y a Étienne Klein, le philosophe, le physicien philosophe, qui raconte que au niveau scientifique,
au niveau scientifique, tous les scientifiques qui travaillent dans des laboratoires, qui peuvent être d'ailleurs de nationalité étrangère, ont la même recherche, font la même recherche, ont les mêmes buts et le même genre de réflexion. Et là, on pourrait dire que la science peut être universelle. Mais quand ils vont à la machine à café et qu'il y a un Chinois, chercheur dans le laboratoire à Berkeley ou à Harvard, un Français, un Américain, un Vietnamien, un Indien, et qu'ils commencent à parler, par exemple, du Big Bang, eh bien là, personne n'est d'accord. Pour les Chinois, il n'y a pas de début de l'humanité. L'humanité a existé, le monde a existé de façon permanente. Et donc, il continue ensuite, mais j'arrête de citer Étienne Klein. L'expérience que j'ai eue au niveau de ma pratique, qui m'a amené à proposer et à créer cette consultation, qui est d'ailleurs unique, pas seulement en France, mais en Europe, c'est que j'ai compris, en interrogeant mes patientes, le pourquoi de leur refus de faire, par exemple, une procréation médicalement assistée, par exemple, de faire une interruption médicale de grossesse, d'autres de faire une interruption volontaire de grossesse. Et en fait, les lois qui ont été édictées ensuite, de bioéthique par exemple, ont montré l'évolution, les évolutions des mentalités. Donc, si on s'arrêtait à un moment de l'histoire, eh bien, quelle éthique universelle utiliseriez-vous? Celle de 1948 avec la Déclaration des droits de l'homme ou celle de maintenant? Je continue parce que c'est important pour nos auditeurs et c'est l'idée de cette consultation est venue parce que faire un enfant, comme on disait, ça vient pas seulement au plan physique, mais aussi au niveau de l'inconscient. Et j'ai eu, comme ça, quelques patientes qui, il y a plus d'une vingtaine d'années, puisque cette consultation a été créée en 1995, eh bien, qui me disait « Ah non, non, je ne peux pas faire un enfant par une fécondation in vitro, ma religion me l'interdit. » Ah bon? Votre religion vous l'interdit? Ah ben oui, parce que vous prenez le sperme de mon mari, or, ma religion interdit la masturbation pour fournir le sperme. Il n'y avait pas d'autre solution que la fécondation in vitro. Une autre qui me dit « Ah non, non, vous voulez interrompre ma grossesse, enfin, vous me proposez d'interrompre ma grossesse parce que on a trouvé une malformation et la loi vous permet de cela. Et moi, ma religion me l'interdit. » Et vous allez comprendre par un exemple pratique. Il y a quelques années, j'en parle là, j'en avais parlé d'ailleurs dans un débat à Canal+ avec Emmanuel Chin et le recteur de la mosquée de Paris. Il y a quelques années, j'étais en consultation et je reçois un coup de fil d'un chef de service d'une maternité, moi j'exerçais à Antoine Becler, d'une maternité de l'assistance publique hôpital de Paris, qui m'appelle et qui me dit « Paul, écoute, voilà, j'ai une patiente qui me pose des problèmes éthiques fondamentaux. Cette patiente est une musulmane pratiquante et elle est atteinte d'une maladie de Berger, qui est une maladie qui survient pendant une grossesse, qui provoque ce qu'on appelle une hypertension gravidique et qui diminue, parfois s'arrête après l'accouchement, mais qui survient à chaque fois de façon plus importante aux grossesses suivantes et qui peuvent mettre en danger parce qu'on appelle une éclampsie et la mort de la parturiente au cas où. » Et il me dit, voilà, cette patiente, c'est fondamental ce que je raconte pour comprendre ce travail. Cette patiente me dit, dit-il,
vous voulez interrompre ma grossesse parce que, écoutez bien, vous me dites que j'ai 24/11 de tension et que mes paramètres rénaux et cardiaques montrent qu'il est possible que je meure dans les 48 heures. Il me dit, c'est ce que je lui ai dit. Et en effet, parce qu'après la première grossesse, on a découvert ça, on lui a dit plus d'enfants, elle en a fait un deuxième, et ce deuxième, il a fallu extraire l'enfant à 7 mois parce qu'elle faisait une hypertension gravidique terrible, avec une césarienne, et on lui a dit plus d'enfants. Et elle revient avec sa troisième grossesse en disant, ma religion dit que je dois faire des enfants. Et si on ne fait rien, si on n'interrompt pas la grossesse, qui va interrompre l'hypertension gravidique, elle meurt dans les 48 heures. Et comme je t'ai entendu parler dans les congrès d'éthique, de religion éventuellement, de ce qu'on doit faire ou pas faire, alors je trouve que c'est bien ce que tu fais, mais justement, montre-nous ce que tu sais faire. Voilà, tu vas t'occuper de cette patiente. Je lui dis, attends, je vais voir si j'ai un lit libre. Et il me répond, c'est pas la peine, elle est déjà dans l'ambulance pour Antoine Béclair. Je la fais courte, elle est arrivée, je lui ai trouvé une chambre, et me voilà face à une patiente qui ne parlait pas un mot de français, avec un mari assis à côté d'elle, qui lui m'a servi d'interprète, et je lui explique qu'elle va mourir. Et elle me dit, ma religion interdit l'interruption médicale de la grossesse. Mais vous allez mourir. La religion interdit, je crois aussi, la religion musulmane, que vous mouriez. Oui, mais je ne peux pas tuer un enfant. Ça a duré 45 minutes. Je lui demande, et je réussis, première réussite, à lui extorquer l'autorisation d'appeler la mosquée de Paris, où je connaissais le recteur, qui était médecin à l'époque, le recteur Dalil Boubacar. Et je lui dis, écoute, voilà ce qui se passe, ça, ça et ça. Je crois avoir lu que dans l'islam, eh bien, la vie de la femme passe avant tout. Et on peut interrompre la grossesse si la vie de la femme est en danger. Il me dit, oui, tu as raison. Je lui dis, je lui ai déjà dit. Mais elle m'a dit, mais vous qui êtes-vous? Vous n'êtes même pas musulman pour me dire ça. Il me dit, oui, je comprends. Est-ce que j'ai 2-3 heures? Je réunis la commission théologique de la mosquée de Paris et je t'envoie par fax les attendus. Il m'a envoyé qui disait ce que je viens de vous dire. Je remonte dans sa chambre, j'explique au mari, qui lui explique, etc. Je vous la fais courte, ça a duré aussi une 40aine de minutes. Et au bout de cette 40aine de minutes, je demande au mari, comme je faisais depuis tant de temps, que vous a-t-elle dit? Il me dit, elle m'a demandé l'autorisation de vous embrasser. Je dis alors? Il m'a dit, je l'autorise. Alors j'approche ma joue avec les larmes aux yeux quand même, et elle m'embrasse. Et comme vous le savez, la joue n'est pas loin de l'oreille, et j'entends un oui en français. Il y a eu une interruption de grossesse. Après, elle a exigé que je la suive comme gynécologue, mais c'est pour vous dire que même si ce genre de travail n'avait servi qu'à ça, c'est-à-dire de sauver une vie humaine, j'en aurais été fier. Alors je reviens à la problématique de l'éthique universelle. Allez dire à des musulmans qui vivent en France, qui sont pratiquants, ou dans d'autres pays musulmans, à des catholiques pratiquants, à des juifs pratiquants, que voilà, on peut tuer un enfant, parce que c'est ce qu'on a fait, mais pourtant c'était pour sauver une vie. Eh bien, ce travail m'a montré qu'il y avait un temps, le temps humain que nous vivons, vous et moi, à propos de l'éthique universelle, mais c'est-à-dire des droits de l'homme, dont nous sommes fiers, vous et moi, mais que même en France, il n'y a pas une unanimité pour considérer que c'est la loi personnelle. Et que donc, je termine, et j'ai voyagé suffisamment pour aller, entre guillemets, prêcher ce travail que j'ai fait, et je n'ai pas trouvé de consensus non plus dans tous les pays, aussi bien en Europe
éventuellement, j'ai été invité en 2004 par l'Académie de médecine à Berlin, où le travail à propos du diagnostic préimplantatoire que je présentais de notre service à Antoine Bettler a suscité des différences d'approche pour 2 pays européens qui ont des frontières si proches. Voilà ma réponse. Merci beaucoup, Paul. Marie-Thérèse, une question. J'ai envie de reprendre une question qui est apparue à plusieurs reprises, à savoir qu'un certain nombre de participants font remarquer qu'il est aussi, dans le fait de désirer un enfant, il est aussi question d'amour. Et comment cette dimension est-elle prise en compte finalement? Elle est tout le temps prise en compte. Elle n'est pas de temps en temps prise en compte et de temps en temps pas. J'espère en tous les cas, que quand un couple homme-femme, quand un couple de 2 femmes, quand 2 hommes veulent avoir un enfant, j'espère qu'il y a de l'amour. Je souhaite pour eux et je souhaite pour l'enfant qu'ils veulent faire. Mais la question que vous me posez, ce n'est pas une question éthique, pardon. C'est une question sociologique, d'anthropologie de la filiation, de droit de pouvoir le faire ou pas dans certaines conditions. 4e chose, est-ce que le médecin que je suis peut répondre à toutes les demandes? Non, bien sûr, dans 2 situations. La première situation, c'est que le médecin que je suis doit n'agir que dans le cadre des lois de la République. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand vous citiez que, et c'était très bien, et je vous en remercie, que c'est évidemment en fonction des religions, mais à une seule condition, c'est que la loi du pays est la loi. Et que, je dis tout le temps à mes étudiants dans les cours d'éthique, c'est que ce qui est interdit est obligatoire. Ce qui est permis n'est pas obligatoire. Par exemple, proposer une interruption médicale de grossesse est permis, mais le couple, la femme enceinte, n'est pas obligée de l'accepter. Et j'ai vu comme ça dans ma carrière quelques femmes, quelques parturiantes, alors que je leur avais annoncé qu'il y avait un trisomique 21, que la loi permettait qu'on propose une interruption médicale de grossesse, dire mon éthique, virgule, ma religion, virgule, m'interdisent de faire cela. Alors, bien sûr, le droit à l'enfant, c'est seulement si c'est possible. Sinon, dire j'ai droit à un enfant, c'est chosifier l'enfant. Et vous avez bien compris dans mes propos que ce n'est sûrement pas, en tous les cas, mon éthique. Je crois que nous l'avions compris, mais c'est aussi pas mal de l'entendre dire. Merci. Alain Noël? Oui, mais je peux peut-être poser une question plus anecdotique. C'était la première question qui a été posée. Et dans le courant de votre exposé, Paul, vous avez cité le golem. Le golem, cette création d'un homme à Prague au XIIe siècle, qui, si mes souvenirs sont bons, portait le Mohammed sur son front, mais ça c'est une autre question. La question qui arrive... C'est la vérité. La vérité, tout à fait. Mais c'est aussi la mort. Voilà, on est bien d'accord, en enlevant une consonne. Mais derrière se pose la question de ce qui semble permis maintenant par la loi de bioéthique, la création de chimères homme-animal. Que peut-on penser de cette possibilité technique qui serait permise maintenant, et sur le plan technique et sur le plan légal? Alors, je corrige en toute amitié, ce n'est pas homme-animal. C'est début de l'embryon oui. Et ajout d'animal. Alors, évidemment que là, il y a évidemment des oppositions frontales contre ce que, entre guillemets, certains appellent une dérive.
Mais le but, en tous les cas énoncé par les promoteurs scientifiques de cette technique, n'est pas évidemment de créer un être humain animal ou de créer un animal humain, puisque l'autorisation n'est donnée que pour un certain temps du développement de l'embryon et jamais au-delà de 14 jours depuis la création de l'embryon. Alors ça, c'est la loi. Maintenant, ce que pense Paul Atlan pense que c'est une dérive. Voilà. Merci de la clarté de la réponse. Pour en revenir à un sujet que vous avez abordé à la fin de votre exposé en parlant de la médecine aujourd'hui, vous avez évoqué cette opposition quelque part entre santé personnelle et santé publique telle qu'elle se pose aujourd'hui à l'ensemble finalement aussi bien de nos gouvernants que des citoyens. Comment une réflexion à partir de l'éthique peut-elle aider chacun d'entre nous à trouver la bonne voie, la bonne solution entre ce qui peut apparaître comme étant absolument contradictoire, alors que de fait, est-ce que ça l'est vraiment ? Moi, je ne crois pas, mais bon, je vous pose la question. Je vous remercie beaucoup. C'est essentiel dans l'actualité que nous vivons. Il y a eu des pandémies dans l'histoire, avec un grand H. Mais il n'y avait pas les moyens d'information et de diffusion de ces informations mondialisées, qui changent beaucoup la donnée au niveau individuel et au niveau collectif. Deuxième chose, c'est que, et on va partir de là, c'est que les lois qui régissent notre pays, puisqu'on va parler de la France, qui ne sont pas d'ailleurs les mêmes partout, mais déjà sont entre guillemets liberticides. Quand je dis liberticide, je ne le pense pas vraiment, mais c'est pour bien poser la problématique. J'habite dans une rue à sens unique. Ça m'arrangerait bien de prendre en sens interdit parce que j'arriverai plus vite chez moi. Mais la loi m'interdit. Je ne peux pas faire ce que je veux. Je suis obligé de suivre le sens de la circulation. Alors, est-ce que c'est liberticide? Non. Si on veut vivre une vie commune dans un pays donné, il faut des lois. Montesquieu dirait pareil. Pourquoi? Et parce que si chacun est libre de faire ce qu'il veut, on ne peut pas vivre tous ensemble. Alors je continue. Aujourd'hui, nous vivons une période où, alors là, je veux souligner et magnifier la découverte scientifique des vaccins à ARN messager. Qui aurait pu imaginer qu'en même pas un an, on trouve des vaccins et des vaccins efficaces? Donc, la question n'est même pas de savoir, je le dis en scientifique, alors maintenant, il y a des gens qui pourront s'opposer à moi, mais pas au plan scientifique. Nous avons un moyen. Et ce moyen, est-ce que nous devons le laisser à l'individu ou le laisser à la puissance publique? Dès le moment, et nous savons bien, le docteur Dubar et moi, que au niveau médical, il y a à l'évidence une santé publique. Une santé publique, il y a déjà, on a organisé les vaccinations des enfants. Déjà, lorsqu'il y a eu la vaccination, le vaccin contre l'hépatite B,
j'exerçais déjà en milieu hospitalier et j'ai reçu un papier disant eh bien, vous allez vous faire vacciner là, dans une semaine à l'hôpital pour l'hépatite B. Si vous ne le faites pas, vous ne pourrez plus exercer. Évidemment, je l'ai fait. Convaincu que c'était une bonne chose, mais convaincu aussi que je ne pourrais pas exercer la médecine. C'était aussi un problème de santé publique. Donc, ce ne sont pas des problématiques nouvelles, ce sont des problématiques qui se sont posées déjà depuis des décennies au cours et même avec tous les vaccins obligatoires chez les enfants et tout. Maintenant que j'ai dit tout ça, est-ce qu'il est d'un devoir d'un gouvernement, et il n'y a aucune parole laudative ou le contraire vis-à-vis du gouvernement de la République française, mais des gouvernements de chaque pays. Est-ce qu'il y a une responsabilité? Et vous avez bien entendu que dans tout mon topo, eh bien, je parlais de responsabilité. Est-ce qu'il y a une responsabilité ou pas à faire qu'il y ait une possibilité, et on n'en est pas sûr, de stopper cette pandémie? Alors, il semble que scientifiquement, la vaccination, et encore là, il va falloir une troisième dose dans la mesure où, au bout de 6 mois, il semble que l'immunité a nettement diminué, mais nous en apprenons chaque jour avec cette épidémie, avec cette pandémie. Donc, on fait avec les données scientifiques. Alors, arrivera-t-on à obliger à faire une vaccination obligatoire qui existe déjà, puisque les enseignants vont être obligés d'être vaccinés, puisque les médecins dans les hôpitaux et le corps soignant, infirmières et tout, doivent être obligés d'être vaccinés. Donc, on va créer aussi des populations différentes au niveau de la vaccination, entre guillemets, obligatoire. Alors, je réponds. En effet, santé publique et santé personnelle peuvent s'opposer parfois. Mais si on pense que c'est seulement parce que moi, individu, je veux ne penser qu'à moi, alors libre à lui, cette personne, libre à lui, c'est un mot choisi que je dis, libre à lui, de rester enfermé chez lui. Parce qu'il n'a pas le droit, l'éthique c'est aussi un droit, d'aller contaminer les autres. Donc, je termine, s'il y a un conflit qui n'existe pas pour le moment entre santé publique et santé individuelle, santé personnelle, dans la mesure où scientifiquement il y a un consensus, et là pour le coup, il n'y a pas d'éthique universelle, mais il y a un consensus presque universel au niveau des scientifiques, pour dire que c'est mieux d'être vacciné que de ne pas être vacciné, là pour le coup, il y a en effet des choix à faire au niveau individuel peut-être, mais au niveau politique. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Je crois que vous avez répondu effectivement tout à fait, d'une manière tout à fait claire, et que vous nous avez aussi éclairé. Alain Noël? Oui, mais il y a Alain une Noël, question. je précise juste qu'il est 20h50, donc peut-être encore une ou deux questions, et puis nous Une devrons question qui vient conclure. juste d'arriver, et j'ai été surpris qu'elle n'arrive pas plus tôt, avec les possibilités actuelles de diagnostic préimplantatoire, telles qu'on peut les imaginer, et avec les ciseaux génétiques que vous avez cités, le CRISP, PRK9, est-ce qu'il n'y a pas le risque majeur d'un eugénisme qui réapparaîtrait? Je suis content de cette question. Et le DPI, le diagnostic préimplantatoire, nous avons été les premiers à Antoine Béclair à le pratiquer, et puis ensuite à Montpellier, à Strasbourg, et maintenant dans presque les plus grands, dans les grands services de province. Le diagnostic préimplantatoire, c'est que, alors d'abord expliquons ce que c'est. Un couple vient me voir, et dans ce couple, nous savons qu'il y a une transmission possible d'une maladie transmissible à l'embryon. Alors on leur dit, écoutez, vous avez le potentiel médical, personnel, pour faire un enfant. Mais ne le faites pas naturellement.
on va faire un embryon par fécondation in vitro, et cet embryon par fécondation in vitro, avant de le transférer, on va prendre une ou deux cellules et on va analyser pour savoir si l'enfant, le futur enfant, cet embryon, est porteur ou pas de cette maladie transmissible. Parce qu'il y a des maladies transmissibles terribles qui font que l'enfant va mourir 2-3 ans après. Enfin, on ne va pas faire un cours de génétique. Et donc, l'enjeu est celui-là, c'est de replacer un embryon sain, mais que faire de l'embryon non sain? Qu'est-ce qu'on en fait? Je le dis sciemment. Eh bien, on l'élimine, on le jette, dans la mesure où il n'est pas porteur de cela. Donc, vous comprenez bien l'enjeu éthique de ce diagnostic préimplantatoire. Évidemment que le législateur s'est, entre guillemets, jeté dessus, et heureusement, pour maîtriser cette technique. Le choix éthique était entre on sait faire, mais on ne fait pas, et on va laisser se transmettre comme ça cette maladie génétique avec des enfants qui vont mourir eux-mêmes, mais plus tard, etc. Alors, le consensus a été fait entre nous, les scientifiques, et qui avions, entre guillemets, inventé ce diagnostic préimplantatoire, et les autorités de notre pays, ministère de la Santé, tout ça, et qui s'est inscrit dans des lois de bioéthique. Évidemment, les maladies transmissibles qui font partie de la possibilité de faire un diagnostic préimplantatoire sont cette liste est limitative. Et nous n'avons pas le droit de faire, par exemple, et je choisis cet exemple sciemment, un diagnostic préimplantatoire pour savoir si c'est un garçon ou une fille. Et n'insérer, par exemple, pour certaines familles, qu'un garçon, où j'ai eu 3 garçons et une fille. La question ne se pose pas, nous serions préjudiciables des tribunaux français. Donc, il y a une liste limitative qui a des indications du DPI, qui a été faite par dans les lois de bioéthique et mise à jour par les agences de biomédecine, avec les auditions de nous dans notre spécialité. D'ailleurs, pour en revenir à la question que vous posiez, docteur Alain Dubar, cher confrère, à propos de l'éthique universelle et à propos du diagnostic préimplantatoire, c'est pour ça que ça me fait penser à cela. En 2004, j'ai été invité par l'Académie de médecine, je l'ai évoqué tout à l'heure, à Berlin, allemande, pour rapporter les techniques et surtout l'éthique du diagnostic préimplantatoire, parce qu'ils étaient et nous étions les premiers en France à avoir fait ça, très intrigués que nous acceptions de faire un choix et de ne transmettre, de ne remettre dans l'utérus qu'un embryon sain. Sinon, on faisait une fécondation in vitro simple. Donc, j'ai été leur présenter non seulement des techniques, mais aussi l'éthique de ce diagnostic préimplantatoire. Et pourquoi ils étaient étonnés? C'est qu'à cette époque, il était interdit, alors que nous le faisions déjà depuis au moins 4 ans, il était interdit de faire cette pratique en Allemagne, parce que ça réveillait des souvenirs très pénibles pour les Allemands en général et politiques en particulier. Quand j'ai terminé mon intervention, j'ai été applaudi par tous les académiciens. Le seul qui ne s'est pas levé, et j'ai conclu que c'était parce qu'il était âgé, et j'ai mal conclu, c'était le doyen de l'Académie de médecine, qui, après coup, j'avais compris quel âge il avait, et je l'ai demandé après à un académicien que je connaissais, avait été jeune homme, il avait 19-20 ans,
à l'époque du nazisme. Quand les académiciens se sont assis, il a levé la main et le président de l'Académie de médecine lui a dit « Monsieur le doyen, à vous l'honneur ». Il m'a descendu littéralement. Je ne parlais pas un mot d'allemand, je parle l'anglais, et donc une interprète me traduisait les mots, et je lui disais « Mais il vous a dit ceci, il vous a dit cela ?» Oui, oui. Et en fait, il m'a dit, avec des mots très durs, mais vous, les Français, vous avez combattu le nazisme, alors que le nazisme était déjà en avance sur vous pour le choix des embryons. J'ai demandé, je m'excuse d'être un peu long, mais c'était un moment très difficile. Alors j'ai dit, je veux répondre, le président m'a dit bien sûr, et je demandais à l'interprète, j'ai dit, je vais parler très lentement, je veux que vous me fassiez l'interprète exactement de ce que je vais dire. Alors je ne vous dis pas tout ce que j'ai dit, j'ai dit que je savais l'histoire de l'Allemagne, que je savais ce qui s'était passé, mais qu'à l'époque, ça n'était pas un professeur de gynécologie qui faisait ce choix avec la loi de son pays, c'était un chef qui s'appelait Adolf Hitler, qui choisissait les gens en fonction de leur état civil, de leur religion, et non pas des embryons qui n'étaient pas encore nés, mais des enfants, des adultes qui étaient déjà nés. Il s'est levé, il est parti, les académiciens se sont levés pour m'applaudir et ils ont été admirables avec moi tout le temps du séjour en s'excusant, mais j'ai dit que l'âge n'arrangeait pas peut-être les choses. Alors je suis désolé d'avoir été long pour vous raconter cela, mais c'est pour vous dire que l'éthique, ça n'est pas seulement une réflexion, c'est aussi pratique. Bien, je crois Paul, que nous allons peut-être pouvoir entendre cette phrase comme étant une phrase de conclusion qui me semble tout à fait importante puisque c'est aussi le dernier entretien de cet été. Et retenir cette phrase me semble être tout à fait fondamental. Mais je vais vous lancer un défi. Une dernière phrase pour clore 11 semaines d'entretien concernant l'éthique en général. Alors, j'ai assisté à 3 soirées. Alors, je voulais vous, mais très sincèrement, ce n'est pas du tout comme ça, vous féliciter. Vous féliciter pour avoir organisé de telles rencontres, du choix des gens qui ont parlé et surtout des sujets qui ont été débattus. L'éthique n'est pas universelle, mais l'éthique est fondamentale. L'éthique est fondamentale dans une société parce qu'elle permet la réunion de différentes pensées et la franc-maçonnerie me paraît être un lieu, même si je ne suis pas franc-maçon, mais un lieu de réflexion essentiel pour pouvoir débattre des idées. L'éthique, c'est un débat d'idées. J'ai essayé dans ma carrière de faire que ce soit aussi une pratique. Et en tous les cas, je vous remercie infiniment de m'avoir donné l'occasion de vous transmettre. Nous sommes en tout cas très, très honorés de vous avoir reçu ce soir. Est-ce qu'Alain Noël veut dire une dernière phrase avant de passer la parole à notre président, Christian? Alain Noël? Je voudrais simplement remercier Paul et surtout d'avoir cité le deuxième impératif kantien, qui est fondamental dans la réflexion maçonnique, mais qui est fondamental dans toute réflexion éthique. Kant, c'est vraiment notre maître à penser. Je le savais, c'est aussi un de mes maîtres à penser. Vous avez eu un extrait de mes maîtres à penser en parlant de Pierre Legendre. Pour moi, c'est celui qui m'a
révélé, puisque à la problématique de l'anthropologie de l'affiliation. Et donc, ensuite, mes réflexions personnelles, parce que j'ai fait aussi de la psychanalyse et de la psychiatrie, et j'ai toujours pensé que l'être humain était un tout, et pas par morceaux. Voilà. Merci. Merci infiniment. Christian, donc je te rends la parole pour clore ces entretiens, ce cycle des entretiens d'été. Alors, je ne pensais pas dire un mot du conférencier de ce soir particulièrement, mais je ne peux pas l'éviter parce que j'ai été profondément ému, même intellectuellement, par son intervention. Je veux remercier le professeur Atlan pour ses vues profondes qui s'ancrent à la fois dans son expérience clinique, dans l'expérimentation scientifique, qui n'est pas seulement la sienne, mais de sa discipline ou de disciplines associées, et pour les réflexions philosophiques très, très larges qu'il a mises à contribution, nous permettant aussi d'éprouver au fil de ses réponses des émotions radicales, au sens étymologique du mot radical, c'est-à-dire des racines de la vie. C'est face à cela qu'il nous a à chaque fois mis, en nous donnant des instruments de pensée avec les limites des réponses qu'elles peuvent apporter à l'humanité en général. Et j'ai été particulièrement sensible à ce qu'il a dit. Je suis d'autant plus que j'ai été aussi l'étudiant de Pierre Legendre, non pas à l'école pratique, mais à l'université de Paris 1. Pierre Legendre était un personnage, comment peut-on dire, étonnant, voire détonnant dans la conversation. Et c'était à la fois un érudit extraordinaire. Il avait écrit avec une somme de références incroyables, une histoire de l'administration française de la Révolution à nos jours, et au même moment, ou un peu plus tard, il a publié L'amour du censeur sur la relation de l'homme et de la société à l'interdit. Et je suis heureux d'entendre parler de lui ce soir, et je ne peux qu'inviter avec le professeur Atlan à une découverte ou une redécouverte de ses écrits, car ils n'ont pas pris une ride, c'est toujours une pensée extrêmement coruscante et provocatrice, et qui en même temps plonge dans des références très profondes qui nous laissent jamais indemnes. Je crois que vous-même, professeur, vous ne nous avez pas laissé indemnes, et nous sommes là pour ça. Notre pensée doit finalement faire apparaître non seulement nos blessures, mais les nouvelles blessures que nous risquons d'infliger à l'humanité. C'est un peu ce chemin que vous nous avez incité à regarder mieux. C'est la fin des entretiens de cet été qui ont été consacrés et je m'associe à vos propos, aux remerciements que vous avez adressés à tous, je l'ai fait au début, sous l'amicale férule, si j'ose dire, d'Alain Noël Dubar et de Marie-Thérèse Besson, qui ont su réunir dans des délais extrêmement brefs des orateurs de tous horizons et nous questionner sur ces questions éthiques, justement, de toutes parts. Je crois que c'est une démonstration de ce que la maçonnerie peut faire, bien au-delà de nos temps, puisque un certain nombre de questions que nous avons posées dans ces entretiens dépassent le cadre, je dirais, traditionnel des questions que nous nous posons en loge. Ils ont étendu à des questions sociétales plus larges. C'est l'objectif que nous poursuivrons l'année prochaine avec ces entretiens, dont nous allons voir quelle étendue nous pourrons leur donner. L'Académie, la Collège maçonnique va mettre en ligne ces entretiens dans un petit délai parce que nous avons quelques petits problèmes techniques à résoudre avec le système que nous avons en place et qui bogue un peu. Donc, nous allons devoir améliorer les choses, mais dans quelques semaines, ce sera réglé. Vous serez évidemment informés de cette mise en ligne pour tous ceux qui se sont inscrits à l'une ou l'autre de nos conférences ou à toutes.
vous aurez aussi une information sur l'activité des différentes académies de toutes les régions, donc pas seulement de Paris, mais de Lille, de Lyon et de Provence. Voilà, vous aurez toutes ces informations. Vous aurez aussi des informations sur l'université maçonnique qui déploie son activité depuis Paris. Nous avons des réflexions sur l'importance du présentiel, qui est évidemment indéniable en loge, mais tous les bénéfices que nous avons tirés de cette expérience, ou le bénéfice indirect de la Covid, nous amènent à réfléchir sur l'extension de nos modes de diffusion. Marie-Thérèse l'a dit tout à l'heure, nous avions des auditeurs qui étaient aux antipodes ou à toutes les extrémités de l'Europe, et évidemment aux antipodes, c'est-à-dire tout à fait à l'autre bout du monde. Eh bien, c'est un lien de fraternité que nous ne pouvons que souhaiter poursuivre. Je voudrais vous dire simplement que je vous embrasse et vous souhaite une bonne continuation. À bientôt. Christian, je me permets de rajouter que demain, tous ceux qui ont été inscrits pour ces entretiens, soit environ 1000 personnes, recevront un questionnaire de satisfaction. Oui, c'est vrai, j'ai oublié. Voilà, de manière à ce que nous sachions si vous appréciez ces entretiens, si la forme vous paraît à faire évoluer ou pas, etc. Donc, a priori, demain, vous recevrez dans vos boîtes mail un questionnaire et je vous demande vraiment de le remplir et de nous le renvoyer parce que c'est ainsi que nous pourrons aussi nous améliorer. C'est le complément du dialogue. Hein, voilà. Et du véritable échange que nous devons avoir ensemble. Merci infiniment à tous. Nous avons été ravis, je crois, je me fais aussi la porte-parole d'Alain Noël, nous avons été ravis de passer tout cet été avec vous, puisque nous nous sommes retrouvés tous les jeudis, sans exception. Et vraiment, ce furent des moments très, très sympathiques, très agréables, et au cours desquels nous avons pu exercer nos talents de Et merci à vous deux. Merci à vous deux, parce que vous pourrez nous donner un cours un jour sur les chapeaux de roue. Parce que là, vous en connaissez un sacré chapeau sur les chapeaux de roue, donc vous pourrez peut-être nous les enseigner. Pour terminer, merci à Alain oui, Bocard, merci à Alain Bocard d'avoir assuré la technique ce soir. Bonne soirée à tous et nous espérons à bientôt. Au revoir. Merci infiniment. Au revoir.